Vous écoutez France Culture. Carte blanche à Caroline Fourest. Bonjour Caroline. Bonjour Ali. Et ce matin, chacun pour soi, l'Europe pour tous. La crise n'a qu'un seul mérite. En quelques jours, tout le monde, ou presque, semble avoir redécouvert cette évidence simple. Le meilleur outil jamais inventé par l'homme pour garantir l'intérêt général s'appelle l'État. Depuis des années, ceux qui ne croyaient pas en la bonne foi naturelle du marché se demandaient comment les politiques pourraient un jour remettre la main sur une économie dérégulée et transnationale échappant à tout contrôle. La crise va peut-être servir de déclic grâce aux nationalisations de pans entiers du secteur bancaire, ce qui redonne à cette puissance publique un certain levier sur l'économie. Reste à savoir comment seront utilisés ces leviers, souvent partagés entre plusieurs pays, comme dans le cas du sauvetage de Fortis, sauvé grâce à l'injection de capitaux venant de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Sommes-nous en train d'assister à l'émergence d'une forme de puissance publique transnationale capable de relancer l'Europe politique, jusqu'ici perçue comme uniquement technocratique ? Les économistes ne sont pas les seuls à détenir la réponse, les politiques ont aussi un mot à dire sur cette affaire. Il ne s'agit pas de revenir sur un débat que seule l'histoire tranchera, sans doute après notre mort, pour savoir qui a eu raison lors du débat sur le référendum sur le traité constitutionnel européen, entre ceux qui ont voté non parce qu'ils consacraient une vision libérale dérégulée du marché commun, la crise ne leur donne pas tort, et ceux qui ont voté oui parce qu'ils pensaient qu'il valait mieux doter l'Union d'institutions imparfaites que de se priver d'outils politiques, la crise ne leur donne pas tort non plus. Rien ne dit qu'une Europe à 25, censée fonctionner comme un seul homme sur la base d'une constitution consacrant la libre concurrence et minimisant le rôle des États, aurait permis une telle réactivité ou le retour de la puissance publique en cas de crise. Mais une chose est sûre, face à cette crise mondiale, l'Union dispose à l'heure actuelle de bien peu d'instruments communs et l'Europe politique semble enterrée dans les sables. La crise pourrait toutefois redonner un certain élan à cet idéal. Ces moments d'intense prise de conscience collective peuvent créer des dynamiques qu'une situation ordinaire ne permet pas. Et cette crise-là présente tout particulièrement l'occasion rare de donner le sentiment aux opinions publiques eurosceptiques que l'échelon européen est un espace politique permettant d'imaginer des solutions supranationales qui n'entrent pas en concurrence avec les choix de leurs élus, mais leur donnent au contraire une force supplémentaire. Encore faut-il que ces gouvernants et la Banque centrale aient un minimum envie de réussir cette pédagogie commune, au lieu de se tirer dans les pattes ou de tirer la couverture à eux, ce qu'ils ont nécessairement tendance à vouloir faire pour augmenter leur mérite en cas de réussite et atténuer leurs responsabilités en cas d'échec. Au lieu de convoquer un sommet européen, réunissant tous les pays européens qui auraient pu chercher à parler d'une même voix pour exercer une pression symbolique sur la Banque centrale européenne, Nicolas Sarkozy a plutôt profité de son discours de Toulon pour vanter l'attitude américaine et railler le manque de réactivité européenne, quitte à comparer ce qui n'est pas comparable puisque l'Union ne dispose pas d'un budget fédéral ni ne forme une nation comme les États-Unis. Quand il s'est enfin décidé à mobiliser quelques-uns de ses partenaires européens présents au G8 en vue du prochain sommet, la seule évocation d'un plan de sauvetage commun sur le modèle du plan Paulson a provoqué un tir de barrage, notamment venant de l'Allemagne. Il est vrai que notre hyper-président agace depuis longtemps la chancelière à force de donner le sentiment d'utiliser l'Union pour son prestige personnel, mais est-ce vraiment une raison pour refuser de jouer collectif en temps de crise ? Eh bien, le résultat, c'est que le sommet de Paris le dira. Quant aux responsables de la Banque centrale européenne, malgré leur sacro-sainte indépendance, ils ne semblent pas réaliser à quel point ils jouent leur crédibilité auprès des opinions publiques européennes. Certes, cette Banque centrale a joué son rôle en injectant des millions pour relancer le crédit entre banques, mais elle a choisi de ne pas baisser ses taux d'intérêt pour se prémunir contre le risque d'inflation, quitte à donner le sentiment de préférer l'orthodoxie économique à la dynamique politique souhaitée par certains États pour atténuer l'impact de la crise. Elle va devoir s'en expliquer et elle va devoir s'en expliquer de façon convaincante. Car si les États membres et la Banque centrale européenne ne saisissent pas cette occasion pour montrer que l'échelon européen est un atout pour se montrer réactif et solide face à la crise, ils ne pourront plus continuer à accuser les peuples de porter seuls la responsabilité de freiner l'Europe politique. Ils devront admettre qu'ils partagent aussi cette responsabilité. Merci Caroline Fourest.